On commence un projet sans avoir la certitude de la finalité économique. Ça peut échouer pour plein de raisons, y compris des raisons qu'on aura du mal à anticiper, et je pense que c'est une partie importante de la prise de risque en général. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de Deep Tech. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Claire Nouet, qui est cofondatrice et COO de Passway. Salut Claire, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien, je suis ravi de t'avoir avec nous au micro de Charbon. Dans cet épisode, tu vas nous parler de toi, tu vas nous parler de ton activité, tu vas nous parler de ton aventure entrepreneuriale. On va parler French Tech évidemment. Pour commencer, j'ai évidemment évoqué le terme de Deep Tech. Il va falloir que tu nous présentes Passway. Est-ce que tu peux nous pitcher Passway aujourd'hui, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc Passway, c'est un framework de programmation pour créer des data products en temps réel et de manière réactive. C'est hyper clair. Est-ce que tu peux prendre cette réflexion et nous l'expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas forcément l'univers de la Deep Tech, qui est quand même très technique, très lié à la techno ? Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement là où vous allez accompagner vos clients, quels sont leurs pains, qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire et en quoi vous les aidez ? Ouais. Donc d'un point de vue technique, nos clients ils vont avoir des données qu'on appelle des données d'événements qui sont collectées massivement aujourd'hui. Ça peut être des données de transactions, des données IoT, des données de différents systèmes, avions, etc. Il y a énormément de données qui sont collectées et l'idée c'est que Passway va les mouliner entre guillemets pour ensuite pouvoir en extraire de la valeur. Pour différents cas d'usage, il va y avoir vraiment de la partie tableau de bord, détection d'anomalies, benchmark, etc. Et nous, on s'adresse plus spécifiquement à des acteurs qui ont des besoins de traitement de données en temps réel, c'est-à-dire qu'il y a pour eux un réel différenciateur business à pouvoir avoir de l'information des données qui sont collectées dans l'immédiat pour pouvoir agir et prendre des décisions. Donc c'est ce qu'on fait. Et l'autre élément un peu différenciant qu'on peut dire, c'est la réactivité du système. Donc nous, c'est pas l'idée de dire tenez, prenez Passway et débrouillez-vous, mais c'est de laisser à l'utilisateur final la possibilité d'interagir et de dire, par exemple, je récolte plein de données de capteurs IoT. Passway va détecter des anomalies. Certaines sont des anomalies qui sont liées au capteur, d'autres sont des anomalies qui sont liées au processus. Et nous, on donne la main à l'opérateur pour dire, en fait, ça ressemble certes à une anomalie, mais ça n'en est pas vraiment une. Donc, l'opérateur va réagir avec le système et ensuite, Passway va automatiquement apprendre de ce feedback. Donc pour vos clients, c'est quoi ? C'est un gain de temps, de budget, les deux ? Est-ce que c'est un gain d'outils ? Est-ce qu'ils n'ont pas l'outil ? Qu'est-ce qu'ils gagnent concrètement avec vous ? Ouais, ils gagnent beaucoup de choses. Ils gagnent du temps. Nous, on travaille par exemple avec DB Schenker, qui est un grand transitaire, sur certains projets data analytiques en détection des anomalies. Avant, ils faisaient vraiment du cas par cas. C'est-à-dire qu'il fallait prendre les données, construire le modèle de données. Ça pouvait être assez long, assez ardu. Ça leur prenait 3 mois. Aujourd'hui, c'est des cas d'usage qu'on a réussi à totalement automatiser, puisque l'idée, c'est qu'on crée un modèle de données unique, fiable, sur lequel ensuite ils peuvent faire leurs requêtes. Et ce qui leur prenait 3 mois aujourd'hui leur prend 1 heure. Donc ça, à la fois, c'est du temps de gagner, c'est aussi un service rendu à leurs clients finaux qui se posaient une question et qui attendaient longtemps. Et donc il y a beaucoup de projets qui traînaient, qui ne voyaient jamais le jour parce qu'on avait du mal à démontrer le ROI en amont. Et ensuite, il y a aussi des sujets de coûts d'infrastructure. Puisqu'on permet aussi de réduire les coûts d'infrastructure, de serveurs, qui est un gros sujet en ce moment quand les grosses entreprises cherchent quand même à réduire certains postes budgétaires avec le contexte économique actuel. Aujourd'hui, Passway a 3 ans, 3 années qui ont été consacrées à la R&D. Comment on fait évoluer sa vision ou comment, à l'inverse, comment on la garde entre le moment où on a l'idée, on a le concept. Vous, pour le coup, il y a un sujet très très lié à la techno et 3 ans après, est-ce qu'on a le même cap ? Est-ce qu'on n'a pas évolué ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de nouvelles solutions techno qui sont arrivées ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 ans et comment on garde ce cap ? Ouais, en 3 ans, il se passe beaucoup de choses. Peut-être pour les boîtes Deep Tech en général, nous, on ne serait pas des boîtes Deep Tech s'il n'y avait pas des gros paliers de R&D à valider. Donc nous, au cours de ces 3 années, on a quand même, au fur et à mesure, sécurisé nos hypothèses, puisque R&D, ça veut dire recherche, et donc parfois, ça veut dire échec. Et il y a quand même des boîtes qui se montent sur une idée, et au final, la recherche est plus compliquée que prévu. Donc nous, à chaque gros palier de R&D qu'on a pu valider, ça nous a permis de se projeter un peu plus sur ce qu'allait être le futur de la solution, ou en tout cas de se dire, voilà, on avait telles ambitions pour la solution. Au final, ça va être
faisable et c'est super et on continue dans cette direction. Cet angle qu'on voulait, on l'adapte et aussi vérifier dans ce qui est faisable, ok c'est faisable techniquement, est-ce que derrière il y a une raison de le commercialiser, c'est-à-dire oui c'est possible, est-ce que quelqu'un va s'en servir, ça c'est plus la partie market fit. Tu es cofondatrice et COO du projet avec ta partenaire Susanna. COO, je rappelle, Chief Operating Officer. Est-ce que tu peux nous définir le job? Est-ce que c'est le côté peut-être un peu plus technique? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Ouais, donc on est 4 cofondateurs, donc c'est beaucoup. C'est souvent le cas pour, en tout cas, ça peut souvent être le cas pour des boîtes deep tech qui ont besoin de talents assez différents pour commencer. COO, concrètement, dans une boîte deep tech, pendant longtemps, et après ça évolue aussi en 3 ans, mais c'est un peu s'occuper de tous les sujets non techniques, on va dire, pendant un moment. Donc ça va être touché à la finance. Sur les boîtes deep tech, il y a la partie non dilutive, donc tout ce qui va être les classiques dossiers de subvention dans l'écosystème BPI et européen. Ensuite, la partie levée de fonds, en tout cas la partie s'assurer que la boîte est en ordre de marche pour pouvoir lever des fonds, avoir tous les éléments dans la data room, etc. Il y a aussi une partie validation de cas d'usage, compréhension des besoins métiers. Puisque l'idée, ça a été pendant les 3 années de réflexion de faire beaucoup d'allers-retours entre nous des industriels. Donc on n'est pas vraiment ce qu'on appelle un techno-push, c'est-à-dire que l'idée initiale, elle a quand même été validée. On ne s'est pas lancé comme ça sans savoir où on allait. On avait déjà des retours d'industriels pour qui on avait réussi à identifier les pain points. Donc on avait quand même un cadre global de réflexion, mais l'idée, c'était de pouvoir... définir, ok, il y a ce cadre plus général, ensuite qui est l'utilisateur, comment on s'intègre dans les workflows, à qui on livre vraiment de la valeur, pour qui est-ce que c'est un must-have, pour qui c'est un nice-to-have, et au final on oublie pour le moment. Et nous on est aussi sur un sujet où on peut s'adresser à beaucoup de verticales, ce qui est une chance et ce qui est aussi une difficulté pour commencer de savoir ce qu'on vise et ce qu'on laisse pour plus tard, donc pouvoir faire ces décisions ensemble en fonction des retours utilisateurs. Est-ce que toi, cette maîtrise des enjeux data, elle est inhérente à tes études ou pas? Est-ce que tu as fait des études autour de la data ou pas du tout? Alors, pas du tout. Susanna, que j'ai rencontrée, c'était ma professeure d'économie. Initialement, j'ai fait des études plus dans les humanités, donc en sciences politiques et en histoire. J'étais assez loin des sujets data, et ensuite en master, je fais une école de commerce où on survolait la data sans jamais vraiment mettre les mains dans le cambouis, en tout cas pour ma part. Donc c'est pas du tout des sujets que je connaissais d'un point de vue technique. Évidemment, je pense que toute une génération qui comprend mieux les enjeux data, mais ça veut dire que j'ai aussi dû apprendre beaucoup de choses en commençant. Et ça, c'était peut-être une partie sympa de monter une boîte en deep tech, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vient souvent de l'enseignement, de la recherche, et donc il y a de très bons professeurs parmi mes cofondateurs et parmi des membres de l'équipe qui sont capables de m'expliquer à moi et maintenant à d'autres profils moins techniques qui nous rejoignent concrètement qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les implications quand on a parfois besoin d'un petit mémo. Comment ça s'est passé du coup la rencontre, en tout cas le lancement? Tu étais son élève du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un intercours? Vous avez parlé du sujet et c'est parti? Comment vous avez mis ça en place? Non, ça s'est fait un peu dans le temps, puisqu'entre le moment où j'ai été son élève et le moment où on a monté la boîte, il s'est passé peut-être 4 ans. Donc Susanna, en fait, elle faisait son doctorat sur la prévision du commerce maritime, et dans ce contexte-là, elle a donné un cours auquel j'ai assisté. Et ensuite, un peu plus tard, je l'ai recontactée moi pour qu'elle me fasse une lettre de recommandation pour mon master. Donc ça s'est fait comme ça, le renouvellement du contact, on va dire. Et pendant ce temps-là, Susanna travaillait sur sa thèse et parlait à de nombreux industriels et avait fait le constat qu'il manquait l'infrastructure logicielle capable de traiter tous les flux de données spatio-temporels et en temps réel. Donc il y avait ce constat initial, puis ensuite c'était l'idée de monter un projet autour. On a aussi Yann, notre CTO, qui était chez Google Brain en Californie avant, qui voulait revenir en Europe, que Susanna connaissait, et l'idée ça a été de voir un peu les forces qu'on pouvait mettre en commun, définir ce que chacun pourrait apporter au projet, et ensuite de se lancer. Et de ton côté, toi, le déclic, quand est-ce qu'il est apparu?
À partir de quand tu t'es dit, bon, data, c'est un sujet que je survole, mais que j'aime bien. À partir de quand tu as dit, j'aime bien, je veux en faire mon métier, je veux bosser dedans. Parce qu'il y a eu peut-être un Ouais. moment là-dessus. Je sais pas si je me suis dit à un moment la data, je veux en faire mon métier. En tout cas, c'est pas du tout ce à quoi je me prédestinais. Ce que je trouvais sympa dans l'idée de Susana, c'est que c'était quand même des cas d'usage très orientés logistique. Et moi, ma famille vient du Havre. Tout le monde travaille dans le conteneur plus ou moins depuis plusieurs générations. En faisant ma généalogie, j'ai découvert que ça montait bien plus loin que prévu. Et donc, en fait, les enjeux métiers, j'avais un peu grandi avec. Et donc, je voyais la valeur business que ça pouvait apporter à des personnes comme mes parents, oncles, tantes. Enfin, c'est vraiment une industrie très concentrée. Et donc, c'est ça, initialement, qui m'a un peu attirée dans l'idée de s'associer, en se disant je sais qu'il y a des problèmes, puisqu'en fait je les connais, j'en entends parler à tous les repas de famille. C'est une solution. Moi j'étais encore étudiante, je me dis on se lance, on voit, et rapidement on a pu avoir des validations qu'en fait ça répondait à un réel besoin. Et ensuite j'ai découvert progressivement la profondeur technique de ce qu'on pouvait faire et proposer. Mais initialement, je suis rentrée plutôt par le côté cas d'usage métier. Tu as une formation qui n'est pas forcément dans l'ingénierie, ni dans Comment on fait ce switch-là? Tu nous expliques que foncièrement, il y avait un besoin, tu l'as identifié parce que historiquement, dans ta famille, c'est vos sujets, tu es confronté à ça, ça te parle, mais ça ne veut pas forcément dire que, tiens, je vais aller étudier la data. Donc à partir de quand tu t'es dit... techniquement, est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va me parler? Est-ce qu'on peut se mettre parfois des barrières limitantes sur ok, la data, j'ai pas fait ça comme étude, je sais que c'est un sujet, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais mettre les mains dedans? Est-ce que je suis capable de mettre les mains dedans? À partir de quand tu dis bon, je vais apprendre, je vais techniquement comprendre comment ça marche, techniquement apprendre à faire les choses et essayer de résoudre un problème que j'ai clairement identifié avec mes compétences techniques. Ouais, je pense que c'est important de définir ce qu'on entend par compétences techniques. Moi, je comprends les grandes lignes de ce qui est fait. J'ai pas du tout... c'est d'ailleurs pas mon rôle d'aller voir ce qu'il y a dans le code. Évidemment, je suis contente de comprendre les grandes lignes. J'utilise des outils vraiment avec parcimonie technique, mais j'ai pas de compétences data particulières. Pour autant, je pense que je suis un type de profil qui a tout à fait sa place dans une boîte deep tech, aussi parce que une des choses que j'ai pu apporter à la boîte et que des profils plus business peuvent apporter à des profils plus scientifiques et techniques, c'est une capacité parfois de pouvoir un peu se sortir de la technique et j'ai la chance d'avoir des associés qui sont capables de faire ça et de prendre du recul et de réfléchir au contexte marché beaucoup plus large, mais aussi de pouvoir vulgariser, préparer et s'intéresser à des sujets. Moi, j'aime bien la partie structuration d'une entreprise, etc. C'est pas forcément le sujet de prédilection d'autres de mes associés, et donc aussi de pouvoir dire ça, c'est ta force, tu sais faire et on te fait confiance. Ça, toi, tu as d'autres forces, d'autres envies aussi, et chacun se fait un peu mutuellement confiance sur les périmètres qu'ils connaissent. Tu nous dis que tu aimes bien du coup gérer plutôt cette partie-là de structuration de l'entreprise, de projet, etc. Quel a été le problème que tu as rencontré là-dessus, la confrontation réelle? Quelle est la première chose qui t'a stoppé, ou en tout cas qui t'a ralenti dans la construction du projet? Est-ce que c'est le juridique? Est-ce que c'est la stratégie globale? Qu'est-ce qui a bloqué? Je pense qu'on a eu un gros sujet RH où quand on est sur des sujets deep tech, on embauche des personnes extrêmement compétentes, y compris certains qui viennent plutôt du monde académique, et du coup comprendre ce type de profil, comment faire la transition aussi à une start-up qui a plutôt un but quand même économique in fine, comprendre comment travailler avec ce type de profil avec qui j'avais eu peu de relations avant, ça a été un sujet au début, et comprendre ce que les personnes trouvent important, et en fonction, par exemple, les gens vont pas dans les contrats de travail ou dans les détails très techniques, les gens vont pas du tout s'intéresser aux mêmes choses en fonction du profil, ce qui est toujours assez surprenant au début, puis après on s'y fait et on comprend ce qui est important pour certaines personnes. Et aussi comment par exemple définir les attentes,
comprendre que quand on envoie un message, vraiment définir le périmètre, de bien travailler ensemble quand les gens sont sur des temps. Les startups deep tech, c'est un peu compliqué parce que on est à la fois sur des temps très courts, on reste sur une startup, on a besoin d'aller vite. Et en même temps, on est en deep tech et la R&D, elle prend le temps de la R&D, donc on a beau avoir des personnes très compétentes, mettre en place tous les éléments pour qu'elles fonctionnent au mieux, ça prend du temps. Et du coup, c'est parfois faire coïncider ces temporalités un peu différentes qui a pu être compliqué. Ouais. Donc le retour avec le côté un peu plus réel de dire bah voilà, notre marché, notre secteur, notre boîte fait que on a une temporalité qui n'est pas du tout la même qu'un collègue entrepreneur qui est dans la salle d'à côté. Et c'est, je trouve, l'un des enjeux, des défis les plus compliqués parce qu'il faut se projeter. On se dit bah 3 ans c'est long. Pour d'autres temporalités c'est pas beaucoup. Mais dans le cadre de la recherche c'est pas énorme non plus. En même temps ça reste 3 ans. Je trouve que c'est hyper intéressant le côté donner du sens à ce qu'on fait. Sinon 3 ans ça peut être très long. Ouais, 3 ans, ça peut être très long. Nous, quelque chose qu'on a fait aussi en commençant la boîte au niveau associé, c'est de se dire combien de temps on se projette et quelles sont, entre guillemets, les métriques de succès qu'on voudrait avoir à tant d'années. Et auquel cas, est-ce qu'on continue ou on s'arrête ? Ce qui est un sujet qui est important aussi dans les sujets deep tech, R&D, de savoir quand est-ce qu'on s'arrête, puisqu'à un moment, ça peut être un sujet. Donc, bien définir ça. Après, nous, 3 ans, c'est beaucoup et pas beaucoup. On est à Agoranov à Paris en ce moment avec des biotech qui ont des mises sur le marché très, très longues. Et donc, en comparaison, on est un peu des chanceux. Après, évidemment, par rapport à une boîte SaaS plus classique qui va pouvoir déjà mettre quelque chose sur le marché en 1 mois, 2 mois et pouvoir itérer rapidement, donc nous, notre prisme, c'est qu'on est au milieu. Après, évidemment, il est biaisé par les personnes qu'on a autour de nous. J'imagine qu'en 3 ans, on a le temps de douter pas mal. Comment vous avez géré ça ? Comment vous êtes confronté au doute ? Est-ce que quelque chose de plus ou moins facile pour toi à gérer ? Il y a un élément intéressant, c'est qu'on savait un peu les barrières de R&D, les différentes étapes et jalons qu'on avait. Et donc, l'idée, c'est pas de douter trop loin. Est-ce que la boîte va marcher dans 10 ans ? En fait, je pense qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui sont capables de dire oui, non et de donner un pourcentage de réussite. Donc, nous, chaque étape était un succès pour la boîte. Et après, dans tous les cas, on savait que c'était un temps long. On est dans une boîte où on ne peut pas attendre des résultats en 3 semaines et c'est OK. Il faut l'accepter et je pense que c'est pas forcément tout le monde qui se retrouve dans cette temporalité. Mais bon, on savait qu'on avait 3 ans à minima pour mettre quelque chose sur le marché. Et nous, on a aussi cette spécificité les boîtes deep tech plus numériques, en tout cas de ce qu'on fait, on a pu commencer à valider des hypothèses, vendre des petites briques, des petits pilotes, ce qui aussi permettait de conforter l'intérêt du marché, parce que c'est important, ce qui est plus difficile dans le cadre de Technopush, c'est voilà, on met ça, on passe tant d'années, puis à la fin on verra bien si quelqu'un le veut. Nous on avait quand même ces validations à la fois de R&D et de marché progressivement, donc ça n'a pas été dès le début, ok, on vous signe un contrat à tant de milliers d'euros, mais de dire ok, ça nous intéresse, on fait une lettre d'intérêt, et aussi d'avoir des partenaires qui sont capables d'écrire des lettres d'intérêt, des choses comme ça, pour pouvoir aussi nous faire avancer dans tout ce qui va être levée de fonds, etc. par exemple. J'aimerais que tu nous répondes un petit peu sur l'aspect concret de la data. Il y a un côté à la fois très concret de la data, de la gestion de la data, c'est des mesures, c'est des chiffres, c'est très net, c'est très précis. Il n'y a pas plus précis que ça. Et en même temps, il y a un côté ultra opaque et il y a un côté ultra décontextualisé où quand tu expliques le projet, il faut que tu comprennes que les gens avec qui tu parles saisissent les enjeux. Il y a un niveau de complexité qui, mine de rien, est quand même présent. Comment tu arrives à dealer avec ce côté à la fois très technique de la data, c'est des chiffres, ça te fait des mesures claires, et en même temps c'est un peu immatériel tant que tu n'as pas visualisé la data et que tu l'as pas bien exploité pour aider les décideurs. Ça c'est très technique, c'est très concret la décision, mais le côté un peu immatériel, impalpable de la data, comment tu gères les deux ? Alors déjà, moi sur la première partie, je suis pas sûre d'être totalement d'accord sur le fait que la data, la donnée en général, c'est une vérité absolue. Nous, sur les données spatio-temporelles, IoT, il y a énormément d'erreurs de mesure. On va avoir ce qu'on appelle des GPS jammers, donc des conteneurs qui vont passer à côté de zones
On voit ça dans certains endroits du globe où il y a des zones militaires et évidemment l'armée sur place a absolument pas envie qu'on prenne des mesures quelconques autour et qui va du coup brouiller le signal. Il y a beaucoup de sujets sur la data. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on voit, ce qui existe et ensuite sur l'aspect immatériel, c'est un peu compliqué. Je pense, nous, on a des clients, on a une partie, donc on a le framework de programmation, vraiment cœur, et par-dessus, on a construit notre propre data product en logistique, qui permet notamment d'avoir un data model auquel on peut faire confiance, et de visualiser ces données. Et nous, on a des clients qui nous disent que grâce à Passway et ce data product en logistique, c'est la première fois qu'ils voient leurs processus comme ils sont vraiment, plutôt que comme ils les ont imaginés avec plein de points, etc. Donc nous, l'idée, c'est de rendre cette donnée moins immatérielle. Et ensuite, je pense que ça dépend des industries et comment ça a été fait, mais il y a quand même des entreprises et des gens qui ont fait des efforts d'acquisition de données en se disant de la donnée, oui, mais pourquoi faire ? Et donc, on a quand même une logique, et ça dépend des verticales qui sont plus ou moins avancées, mais une logique d'acquisition de données qui est beaucoup plus ciblée aujourd'hui, et on lance peut-être moins des projets d'acquisition de données à tout va, et on réfléchit peut-être un peu plus en amont par rapport à il y a quelques années sur, ok, c'est quoi la valeur business, pourquoi on va s'embêter à aller collecter tant de données, etc. Aujourd'hui, sur le côté entrepreneur, est-ce que tu peux nous donner ta définition d'entrepreneuriat ? Aujourd'hui, j'imagine que tu te sens entrepreneur. C'est la question qu'on pose souvent. C'est quoi ta définition ? Ouais, je sais pas si je me définis moi-même comme entrepreneur. En soirée, je suis là, je travaille dans une start-up. Pour moi, entreprendre, c'est juste quelqu'un qui commence à monter une entreprise. Donc, il y a plutôt une vocation commerciale. Et ensuite, il y a plein d'entrepreneurs en France, et en soi, on peut considérer que beaucoup des professions libérales à leur compte sont une forme d'entrepreneuriat, comme les commerçants, etc. Après, la partie plus entrepreneuriat en start-up, ça va être peut-être plus l'idée qu'on commence un projet sans avoir la certitude de la finalité économique. C'est-à-dire qu'on on peut pas anticiper au jour zéro que le chiffre d'affaires, ce sera à temps. On peut évidemment avoir des projections, etc. Mais il n'y a pas un résultat totalement binaire de succès ou d'échec, comme on pourrait avoir dans d'autres milieux. On ouvre une boulangerie, a priori, on connaît le prix des matières premières, même si inflation, et on arrive à se projeter et dire, voilà, il y a tant de passages, je vais vendre tant de baguettes, et à la fin de l'année, mon revenu sera ça. C'est un peu différent dans l'entrepreneuriat plus tech, à mon avis, mais... Le côté un peu plus incertitude et un peu moins cadré. Ouais, ce côté incertitude de savoir, ça peut échouer pour plein de raisons, y compris des raisons qu'on aura du mal à anticiper, et je pense que c'est une partie importante, la prise de risque en général. Et justement, le risque, on a parlé de doute juste avant, le risque, est-ce que toi tu es à l'aise avec ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a drivé ou pas ? Est-ce que tu as un stress par rapport à ça ou pas plus que ça ? Parce que le risque, il est dans nos vies d'entrepreneurs, tous les jours, toutes les semaines. Comment tu gères ça ? Ouais, moi quand j'ai commencé Passway, j'étais encore en train de faire mes études. Et donc je me suis dit, je commence ça, en soi, dans tous les cas, je dois finir mes études, donc j'ai tant de temps devant moi. On avance, on se lance, je me donne à fond, j'aurai mon diplôme dans tous les cas a priori, et en plus j'aurai appris quelque chose. Donc je pense que c'est un peu comme ça que je me le suis formulé à moi-même pour me lancer. Et ensuite, une fois que les premiers mois sont passés, qu'on a encore eu la possibilité de valider nos grosses hypothèses, le risque est réduit. Après, il y en a un forcément. En plus, peut-être aussi d'expliquer à son entourage ce qu'on fait quand personne, a priori, vient de ce monde-là. De comprendre, mais t'as fait une grande école, est-ce que t'es sûr de vouloir faire ça ? Puisque peut-être la hype de l'entrepreneuriat est quand même dans des cercles assez limités, donc tout le monde ne comprend pas forcément pourquoi aller dans une petite structure, pourquoi il n'y a pas de 13e mois ou des choses un peu déconnectées d'une réalité de start-up qui commence. Et tu avais envie de ça ? Tu savais que c'est ça qui allait te brancher, le côté un peu plus... peut-être libre, ou à l'inverse, soit on dit c'est libre parce que c'est le côté positif, soit un peu plus risqué, un peu moins cadré, ça c'est le côté un peu plus négatif. C'est quelque chose qui te branchait dès le départ, tu savais que tu avais ça en toi ou pas ?
Pas forcément. Moi, ce qui me plaisait bien, c'était l'idée de construire quelque chose, de voir le résultat et d'être dans une petite équipe. Enfin, même dans mes expériences professionnelles, stages avant que j'ai pu avoir, c'est toujours, dès qu'on est dans une petite équipe, c'est toujours plus facile de voir ce qu'on fait et d'avancer. Donc, c'était vraiment ce cadre de travail qui me plaisait. J'ai pas beaucoup réfléchi la prise de risque, en tout cas au début, parce que aussi j'avais le privilège, en tout cas, de savoir que j'avais mes études à finir, un toit sur ma tête, que je pouvais me nourrir et que du coup, j'avais pas aussi d'obligation de faire un job plus alimentaire, entre guillemets. Donc, c'est aussi un risque qui est pris en ayant un certain privilège derrière, ce pour lequel il faut quand même être reconnaissant. C'est hyper clair. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu donnes comme info aux gens à qui tu pitches ton job? Admettons, là, il est 20h, on prend un verre dans une soirée et je te dois te demander c'est quoi ton job, qu'est-ce que tu me racontes, qu'est-ce que tu me réponds? En général, j'essaye de savoir d'abord si la personne le fait par politesse ou par réel intérêt. Pour ton niveau de développement, quoi. C'est savoir ce que tu vas répondre. Savoir est-ce que je le fais en une phrase ou est-ce que je creuse un peu. Non, je dis que je travaille dans une start-up. Je perds déjà parfois un peu de monde ici en fonction. Ah ouais, c'est suffisant ça, start-up, parce qu'aujourd'hui parce que les gens disent OK. Enfin, c'est suffisant pour certaines personnes, c'est suffisant. Ouais, c'est ok. Certains milieux, moi j'ai fait Sciences Po, donc les gens sont ok, t'es dans une start-up, ok, ça veut dire que t'es dans une petite entreprise. Tout le monde veut pas forcément creuser. Ah d'accord, donc il y a un premier palier start-up. Peu importe ce que tu fais. Start-up, ok. Ouais. Alors que start-up, ça veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire, mais il y a des gens qui veulent pas aller plus loin et c'est ok. Hein, et ça leur va, ok. Je sais pas comment faut le prendre du coup, si ça suffit dans la discussion. Quand c'est des gens que tu connais pas et que tu recroiseras pas après, tu parles d'autre chose. Et puis t'as pas envie de t'embêter non plus. Tu sais, tu briefes, tu dis start-up, ils disent ok, bon, ils sont pas chez Hermès, LVMH, Coca ou autre. Voilà, au moins il a fait son tri si ça l'intéresse comme ça. Il a fait son tri sur les gens à qui il veut parler, start-up. Ouais, ou on passe à un autre sujet, pas Exactement, il y a autre chose, mais au moins il sait l'info. Et s'il veut aller plus loin, qu'est-ce que tu dis? Si un peu plus loin, je dis qu'on est dans le traitement de données, avec des premières applications en logistique et supply chain. En général, déjà là, on s'arrête, les gens disent OK, ou veulent creuser un peu, et en logistique, on a des cas d'usage qui sont un peu sympas et qui font bien en société entre guillemets, mais sur comprendre par exemple l'impact réel du transport, l'impact environnemental du transport, des flux, où aujourd'hui il y a beaucoup de mesures qui sont faites, on suppose que tant de kilomètres ont été parcourus sur telle route et ensuite on applique une formule de l'ADEME, mais de comprendre qu'est-ce qui a été réellement fait. Ensuite il y a des sujets par exemple de transport avec nous on voit par exemple le transport par barge qui arrive par la Seine, tout le monde se dit c'est trop bien, c'est écolo, etc. Alors qu'au final ça pollue plus qu'un camion parce que la barge elle repart vide alors que le camion il va continuer de circuler à plein, donc un peu ça c'est des choses que les gens arrivent à comprendre plus concrètement. Ok, mais c'est hyper intéressant et je trouve ça bien que tu nous parles de ça parce que c'est souvent là où en termes d'interaction sociale souvent on se dit quel est le niveau d'exigence que je dois avoir dans la présentation du job et de l'entreprise. Et pour le coup, il y a le côté un peu plus boîte qui a du sens, boîte qui est engagée, ou en tout cas, ce que tu nous dis par rapport aux mesures des voies maritimes, des transports, ça peut avoir un vrai impact sur l'optimisation, sur la réduction des émissions de CO2 ou autres. Et du coup, ça peut avoir un peu de sens lorsque des gens mettre ce sujet-là au cœur des discussions et au cœur de leurs sujets principaux. Et on le voit beaucoup chez les jeunes, ces enjeux-là. Quand tu vas parler de ça avec quelqu'un, effectivement, ça va peut-être plus lui parler que lorsque tu vas dire on va optimiser certains éléments logistiques. Tu sais que ça peut être aussi là où tu as un élément de présentation de ton job et du sens et du but de Passway. On a parlé du côté entrepreneur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le côté un peu plus perso? Comment tu gères la vie de cofondatrice et la vie perso? Est-ce que c'est une vie qui va vite? Est-ce que tu scindes bien les deux? Est-ce que le boulot c'est la vie perso aussi? Est-ce que tu quittes les bureaux, la vie pro s'arrête? Comment tu gères ça? Alors, je quitte les bureaux, la vie pro s'arrête pas forcément parce que on est toujours un peu tenté de se connecter. Après, moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs associés et beaucoup de personnes dans l'équipe qui sont des jeunes parents.
ce qui fait qu'à 18h, au plus tard, faut s'occuper des enfants qui vont avoir entre quelques mois, et je pense que les plus âgés des enfants ont moins de 10 ans. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas d'activité forte de la boîte autour de ces heures-là, en tout cas quand on est sur les fuseaux horaires français. Et donc ça permet un peu d'avoir cette soupape pour se dire ok, il est 19h, je vais au sport, et la vie va pas s'arrêter de tourner. Donc je pense que je suis pas encore à l'équilibre parfait, rêvé. Pour le moment, on va dire que ça me convient, et après il y a des choses, enlever ses notifications, s'astreindre parfois quand on est à des moments, en tout cas avec du monde autour, de pas checker ses messages, parce que juste c'est impoli de manière générale, et que en fait mon boulot en soi est important, mais le temps des autres quand on passe du temps ensemble est aussi important, donc pouvoir juger ses priorités au cas par cas. C'est très beau, et c'est important de le dire. Non, je trouve ça bien, et le côté impoli évidemment, même si on l'oublie évidemment, mais le côté aussi il faut qu'on lutte, et le fait que ça devienne une lutte de pas regarder ses messages, c'est déjà symptomatique de quelque chose. Donc je trouve ça intéressant, le côté j'arrive à faire la part des choses, et j'arrive à driver un peu ma vie comme je l'entends, parce que c'est ça aussi le côté entrepreneur. Effectivement, il y a des pressions, il y a une vie qui va vite, il y a des enjeux, on est impacté directement, mais en même temps il y a aussi le côté je peux organiser un peu plus mon temps, peut-être je peux gérer aussi un peu plus mes prios aussi. Sur le côté maintenant, plus là on a regardé le côté micro avec ton projet, j'aimerais bien qu'on regarde maintenant avec un peu plus de hauteur d'un point de vue macro sur l'entrepreneuriat français globalement. Est-ce que tu sens que l'accompagnement qui est fait sur les projets, au-delà des projets deep tech, mais aux projets plutôt au global, tu sens qu'il y a un accompagnement qui est particulier? Tu parlais beaucoup de fuseaux horaires, donc je sens que tu bosses avec des gens qui ne sont pas forcément basés que en France, donc tu peux avoir aussi un retour là-dessus. Est-ce que le noyau et l'accompagnement entrepreneurial en France, il est singulier? Est-ce qu'il y a un entrepreneuriat made in France? Est-ce qu'il y a une patte? Est-ce que tu as des exemples ou tu as un avis là-dessus? Ouais, alors nous, pendant longtemps, j'étais la seule française dans la boîte, avec des gens, mes associés ou d'autres personnes qui sont venues faire leurs études en France ou travailler en France et qui sont restés après. Mais du coup, c'est posé la question au début de est-ce qu'on veut que le siège social de la société soit en France, ce qui n'était pas une évidence forcément, puisque en fait, il y avait plein de nationalités. On a 9 ou 10 nationalités aujourd'hui dans l'équipe. Et on a choisi la France pour un ensemble de raisons, et notamment parce que l'écosystème, pour en tout cas une boîte qui a notre typologie, de pouvoir aller aussi loin, 3 ans à financer, c'est quand même pas rien, de pouvoir recruter entre-temps, donc c'est pas juste être cofondateur, mais de pouvoir commencer à constituer une équipe. Je pense que l'écosystème français est un des rares, si ce n'est le seul, à pouvoir emmener des boîtes deep tech aussi loin à leur début en leur faisant confiance. Donc nous, on a vraiment eu cette chance, et on en est très reconnaissant. Et aujourd'hui, on fait venir du monde de l'étranger, des gens qui travaillent à l'étranger et qui décident de venir s'implanter en France pour travailler chez nous. Et ensuite, l'écosystème a aussi permis de rendre ça plus rapide. On a un collègue biélorusse qui est arrivé, donc avec tous les sujets de sanctions, d'obtenir un visa, d'avoir un numéro de sécurité sociale, etc. Et les démarches sont quand même maintenant faciles. Je ne sais pas comment c'était avant, mais en tout cas, nous, le visa a été fait hyper rapidement, en quelques jours, etc. Donc, on a été très agréablement surpris qu'il y ait quand même tout cet encadrement administratif où on peut... nous, on voit des entrepreneurs qui critiquent beaucoup la France. Je pense qu'en France, on aime critiquer la France. Ça fait un peu partie de qui on est, mais il faut savoir aussi être reconnaissant de plein de choses qui sont mises à notre disposition dans l'écosystème et qui n'existent pas ailleurs. Puisque nous, on a vraiment fait notre benchmark. OK, si on va là, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Non, c'est hyper intéressant sur le côté vraiment on critique mais on aime bien aussi, on critique mais on est là, et je trouve ça cool, et c'est du coup cet accompagnement qui est fait notamment par la French Tech sur le côté administratif qui, pour le coup, lorsqu'on est entrepreneur, peut parfois représenter une vraie barrière. Le juridique, l'administratif, en France on est très bon aussi là-dessus, ça peut parfois ralentir, ça peut rendre des choses beaucoup plus complexes, donc cet accompagnement il est nécessaire, je pense. Toi, en termes d'envie sur ton job,
Comment tu te projettes? Est-ce que sur les projets qui vont arriver, tu as des nouvelles envies? Tu sens que tu n'es plus la même qu'il y a 3 ans? Est-ce que tu as senti une évolution? Donc, sur le projet, oui, mais une évolution perso sur toi, ta personne. Est-ce que tu as d'autres envies? Est-ce que les responsabilités, t'en veux plus, t'en veux moins? Comment tu te sens par rapport à ça? Ouais, je pense qu'il y a une évolution certaine entre ce qui exigeait le rôle avant, ce que je fais maintenant et ce que j'espère faire dans quelques mois. Il y a des sujets qui n'existaient pas au tout début, qui existent maintenant, que j'avais pris dans mon périmètre, qui aujourd'hui on arrive à une taille où se pose la question de les déléguer. Donc c'est jamais facile de commencer à déléguer quand on a pris l'habitude de tout faire, mais donc il va y avoir des gros sujets chez nous de délégation et structuration de fonctions qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qu'on a pu recruter plus récemment. Donc ouais, il y a clairement une évolution du rôle aussi avec des sujets dont on ignorait l'existence aussi avant, qui aujourd'hui on a peut-être plus envie d'aller creuser et découvrir. Nous, on a des sujets qui sont un peu techniques sur tout ce qui est créer une communauté de gens qui adoptent la solution, de développeurs et de développeuses. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a tout de suite des retours hyper concrets de personnes qui utilisent la solution pour leurs propres besoins, leurs propres cas d'usage. Aujourd'hui, on a ouvert en décembre le code, ce qui veut dire que n'importe qui peut se connecter à passway.com et aller voir ce qui s'y fait, télécharger les packages et construire leur propre cas d'usage avec. Et on voit des gens un peu partout dans le monde faire ça, ce qui est hyper chouette. Donc il y a plein de sujets comme ça qui évoluent. Ouais. Les RH, notamment l'humain, j'imagine, tu nous en as parlé un petit peu au début sur les gens que vous recrutiez, etc. Le sujet de la délégation et des ressources humaines est important. C'est aussi, c'est capital pour une startup qui doit recruter des bons profils au bon moment avec le bon match. Comment toi tu fais ça? Est-ce que ce côté humain tu l'avais ou pas forcément? Est-ce que tu l'as développé? Parce que je sais que c'est un vrai levier, c'est un vrai facteur. Il faut maîtriser ça. Dans l'empathie, dans la confiance, dans la discussion. Et mine de rien, maintenant, il faut que tu sois en mesure de discuter avec ces gens-là, parce que s'ils sont recrutés parce qu'ils sont bons, c'est très bien, mais il faut aussi les intégrer, il faut qu'ils comprennent le projet, la vision. Donc il faut transmettre ça avec les formes. Comment tu gères? Ouais, je n'avais jamais recruté quelqu'un ou fait des RH avant. Après, on s'en occupe à plusieurs aussi en fonction des fonctions pour lesquelles on recrute. Donc il y a plein de sujets où on a essayé de s'imposer assez tôt dans la boîte, des grilles, enfin ce genre de choses qui peuvent paraître un peu contraignants, mais qui nous donnaient au moins l'impression d'être sur des bases plutôt saines pour pouvoir anticiper le futur. Donc s'assurer de l'équité, des valeurs de l'entreprise. Après il y a encore plein de choses qu'on fait, où les réunions, plus on augmente de taille, plus on se rend compte qu'il va falloir adapter le format, que tout le monde n'a pas l'impression forcément que 100%, il est utile 100% du temps. Est-ce qu'on décide de garder tout le monde au même endroit? Est-ce qu'on se divise au risque de créer des silos? Donc il y a plein de questions organisationnelles qui se pensent. Après, on est un peu plus d'une vingtaine aujourd'hui. On les réfléchit encore au niveau de l'équipe, ou en tout cas toute l'équipe donne son avis sur le sujet, et tout le monde, même dans l'équipe, n'a pas le même avis sur le sujet. Donc, plein de choses à apprendre encore. Donc, l'humain, pas simple à gérer. Paradoxalement, ça parle de data et de deep tech, mais l'humain revient au cœur et c'est pas forcément le plus facile à gérer. En tout cas, c'est hyper intéressant ton retour là-dessus, que tu nous dis que tu n'as pas recruté, donc c'est des questions qui se posent. C'est évidemment le nom du podcast, Charbon. Je dois évidemment te poser la question. Il faudrait que tu nous donnes la définition pour toi de charbonner, d'aller au charbon. Question qui revient à chaque épisode, il faut que tu nous donnes la tienne. J'ai pas écouté tous les épisodes, mais j'ai entendu quelques versions. Non, ouais, charbonner, je pense c'est bosser dur avec un objectif. Et peut-être sans la partie glamour de savoir ce qu'on fait, c'est pour en tout cas nous, pour des objectifs de livrer de la valeur à nos utilisateurs, etc. Et ensuite pas se laisser aveugler par peut-être la partie plus glamour de l'entrepreneuriat tech, qui n'existait pas à l'époque quand on charbonnait. Ok, donc pas se laisser happer par la fame et garder l'objectif et tout faire pour y arriver. C'est ça. Claire, c'est hyper complet. Merci à toi d'avoir déjà pris le temps de répondre à mes questions. Avec plaisir, merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou souhaiter à la boîte pour 2023 ? Ouais, nous, connectez-vous à passway.com, jouez avec la solution, envoyez-nous tous vos retours utilisateurs.
développer vos propres cas d'usage. On est sur Discord, vous pouvez nous envoyer des messages et on a toute l'équipe dessus pour vous répondre. Donc vraiment, on a hâte de voir plein de cas d'usage différents émerger, d'avoir plus de bêta privés et de grandir avec les retours de nos utilisateurs. Parfait. Alors ceux qui ont écouté ou regardé ce podcast, n'hésitez pas, l'équipe Passway vous attend. Merci Claire, merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que cette saison 4 de Charbon est en collaboration avec French Tech Est et French Tech Grand Paris. Merci encore à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve rapidement pour un prochain épisode. À très bientôt. Merci.